on a un nombre de colonies de 100. C'est-à-dire qu'en fait, C'est bon, hein? les molécules... Ah, c'est bon? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un seul bloc à un endroit, on a plein de blocs à plusieurs endroits. Ok. Ah, ok, 100 Tu vois, colonies. par exemple, quand tu as un cancer du sein, 100 colonies. tu as une colonie ici dans ta tumeur. Si tu as la dysadérine et que tu as des métastases, tu vas avoir une colonie là, ok, j'ai compris. une colonie là, une colonie là, et tu vas avoir des cancers de partout. Ok, merci. Ok. Ça s'est remis du coup? Ouais. Ok, merci Dan. Alors, je sais pas où je m'étais arrêté, je reviens vite fait sur l'AC, on va dire. Donc, la migration des fibroblastes est empêchée par eukadérine. Du coup, c'est vrai, c'est des CAM. Elles vont permettre l'agglomération des cellules et l'interaction entre elles. Du coup, on voit qu'il y a une seule colonie. En fait, les molécules vont au même endroit. Pour la D, du coup, la migration des fibroblastes est facilitée par la dysadérine. Ça, on revient au principe que la dysadérine, du coup, elle est impliquée dans les cancers. En fait, la dysadérine, elle vient empêcher l'action des eukadérines. Et du coup, les cellules ne s'agglomèrent plus entre elles. Elles se détachent petit à petit et elles vont pouvoir migrer un peu partout. C'est pour ça qu'on a 100 colonies dans la dernière ligne. On a des colonies un peu par là, un peu par là, un peu par là. Les fibroblastes, en fait, migrent parce qu'ils sont plus bien collés entre eux par les CAM. Et du coup, la E, la dysadérine pourrait être à l'origine de métastases dans les différents carcinomes. Oui. Vu que la dysadérine permet de la migration un peu partout, ça facilite les métastases. Donc, les métastases, c'est bien la délocalisation de cellules cancéreuses. Voilà, donc la 3, c'était banco. Les gens qui ont des questions sur Zoom, posez-moi directement sur WhatsApp, c'est plus simple. Alors, un autre exemple de glycoprotéine est ciblé dans les cellules cancéreuses métastatiques. Et la CAM de la superfamille des immunoglobulines nommée TSLC1 humaine. Donc, c'est une protéine qui est humaine. Les cellules épithéliales MDCK, cellules de rein de chien, sont transfectées avec les plasmides suivants. Plasmide TLC1 avec le marqueur fluorescent, plasmide TSLC1 délété de son domaine cytosolique. Quand vous avez un delta quelque chose, c'est on a enlevé ce domaine. Plus marqueur fluorescent. On immerge ces cellules dans un gel de collagène de type 2. On détecte ensuite la localisation de TLC1 de la protéine ZO1, marqueur des jonctions serrées, très important, et celle de l'ADN. Alors, question 4. Parmi les propositions suivantes, qu'est-ce qui est vrai? La 4, c'était BCDE. Alors, les cellules MDCK non transfectées expriment TSLC1. On regarde la première ligne, première colonne. Cellules MDCK non transfectées. Est-ce qu'on voit une localisation TLC1 avec un gras sur le figuré là? Non. Donc, on n'a pas rajouté TLC1, on ne l'a pas. Pourquoi? C'est logique, parce qu'on dit que TLC1, c'est une cellule, enfin, c'est quelque chose d'humain. On est dans les cellules de rein d'un chien. Donc, deux indices qui peuvent nous dire que non. Souvent, ça arrive, ça. Le truc, on met un humain et on met un animal. Enfin, des fois, il y a des petits trucs comme ça, donc direct, on sait la réponse. Les cellules MDCK s'organisent en une structure pseudo-folliculaire. Ça, pareil, ça, c'est un peu du cours où on pouvait le comprendre. C'est le cours sur... Non, vous l'avez fait, je crois. Avec les cellules thyroïdiennes. Oui. Voilà. Ça s'organise en follicules spéciales avec des cellules comme ça et un centre, une lumière au milieu, en gros. Donc, dans ces cellules comme ça, donc c'est la question C, je crois. Donc ça, c'est bien pseudo-folliculaire. Je vous renvoie au bon schéma. C'est figure 11, chapitre 3, du coup, bien joué. Donc voilà. C'est le collagène 2 permet d'établir une polarité normale des cellules. Ça, pareil, c'est... Alors déjà, c'est dit dans le texte qu'on rajoute du collagène 2. Donc déjà, on peut se dire sûrement. Et en plus, dans le cours, pareil, on vous parle effectivement du collagène qui permet d'orienter la polarité. La polarité de ces cellules pseudo-folliculaires, attention, c'est super important, c'est en périphérie, c'est basal, et au milieu, c'est apical. Ok, ça, c'est super important. C'est pas l'inverse. Le collagène qui permet de... C'est voilà, quand tu mets du collagène, c'est ça qui permet d'orienter ces cellules comme ça. N'importe quel collagène, genre... Ça, je sais plus. Faudrait vérifier, ouais. À vérifier, mais il me semble que c'est collagène 2. Hein. Mais à vérifier, ça, par contre, c'était trop loin. Mais du coup, voilà, le collagène permet d'orienter la cellule comme ça. Donc du coup, quand vous avez des cellules comme ça, là, c'est bien basal, et ce qui est ici, c'est apical. TSLC1 a une localisation basolatérale. Donc là, où est-ce qu'on regarde? La première colonne, la deuxième ligne, plasmide transfectée avec TLC1. Où est-ce que c'est en gras? C'est au niveau basolatéral et entre les cellules. Ok? Vous voyez là ou pas? C'est carrément basal là, non? Le bas. Mais non, mais il y a même là. Ouais, c'est en gras. Mais non, mais du coup, c'est ça ou ça? Ouais. Du coup, c'est basal. C'est tout ce qui est gras. C'est basal et c'est aussi entre les cellules. Ok, d'accord. Et c'est quoi ces genres de choses? Ça montre où c'est localisé. Et du coup, à l'intérieur. Mais non, mais en gros, ça te montre. Ça te montre le très grand en fait. Ah, ok. Tu vois.
Donc voilà, il fallait regarder vraiment que c'était gras dans ces schémas, et c'est souvent comme ça. Du coup, ici, on a bien une localisation basolatérale. C'est c'est basal et c'est aussi latéral entre les cellules. Et la même protéine, mais délétée de son système cytosolique, n'est pas adressée à la membrane plasmique. Donc là, on regarde la dernière ligne, première colonne. Effectivement, on voit que le gras, en fait, il est présent que dans le cytosol, mais il n'est pas du tout présent entre les cellules ou en basolatéral. Donc du coup, quand elle n'a pas son domaine cytosolique, cette protéine elle est adressée dans le cytosol. OK ? 5. Alors la 5, c'était ADE. La CAM TSLC1 est indépendante. Ouais, parce que c'est C'est une immunoglobuline. Et là, pareil, c'est du cours, du coup, immunoglobuline, pas calcium dépendante. Le domaine cytosolique de TSLC1 possède sûrement un signal d'adressage basolatéral. Bah, du coup ouais. Oui. Parce que si on enlève ce domaine cytosolique, on se rend compte que la protéine n'est pas adressée à la membrane plasmique, au basolatéral. Du coup, ça veut dire que sûrement ça permet d'être adressé là-bas. Le domaine cytosolique de TSLC1 est indispensable à l'établissement de la polarité des cellules MDCK. Donc celui-là, un peu plus compliqué. Bonne question. Donc je vous lis ce que j'ai écrit pour être clair. Que la protéine présente ou non son domaine cytosolique, on voit bien que la localisation de Z1 reste la même. Or, on sait que dans ce type d'organisation folliculaire, les cellules sont polarisées lorsque le domaine apical se trouve vers le centre du follicule, ce qui est le cas ici. Donc le domaine cytosolique de cette CAM n'influe en rien sur la polarisation des cellules épithéliales. Donc je reviens sur le truc. En gros, la colonne où on parle de Z01, Z01 marque les jonctions serrées. Dans les follicules pseudofolliculaires, là, la jonction serrée elle se trouve au domaine apical. Okay. Donc, vu qu'on voit que là, que ITSC1 délété, pas délété ou quoi, on voit que le Z01 est toujours au niveau apical. Ça veut dire qu'on a mis du collagène, peu importe ce qu'on fait, la cellule est bien orientée, les jonctions serrées sont bien au domaine apical. Ok. Voilà, cela, c'était un peu l'item compliqué. Ensuite, on retrouve des protéines TSLC1 dans le noyau des cellules MDCK. Donc là, on regarde. Non, on n'en voit pas. Okay, donc ça, c'est juste de l'observation. Dans la première colonne, on voit bien qu'elles ne sont pas dans le noyau. Il pourrait y avoir une bonne adhérence intercellulaire dans les cellules MDCK, une moins bonne adhérence intercellulaire dans les cellules MDCK transfectées avec le plasmide TSLC1 délété de son domaine cytosolique. Donc là, oui, on regarde TSL machin moins le domaine cytosolique, on voit qu'elle n'est pas au niveau des membranes. Du coup, si elle n'est pas là, si la CAM n'est pas ici, elle va moins faire l'interaction entre les cellules. Ça va ? Ouais. Partie 2. Alors, cytosol et protéines chaperon. On étudie le rôle de la protéine GAM codée par le génome d'un adénovirus sur la réplication de ce virus 24 heures après infection. Des cellules épithéliales humaines en culture sont infectées par l'adénovirus complet, un adénovirus dont le génome est dépourvu du gène GAM. Bon, après, voilà, il y a plein de trucs importants. Hein, je ne vous relis pas tout, on va perdre son temps. Voilà le tableau. Merde. Je vais y arriver. Alors, question 6. Question 6, c'était BCD. Alors, HSP40 est un chaperon inductible. Alors, il y a les chaperons qui sont inductibles et il y a les chaperons qui sont constitutifs, donc qui sont déjà là. En regardant du coup l'expérience 2, bien le petit 2, on voit HSP40, cellule témoin, donc sans qu'on fasse rien du tout, on a des HSP qui sont dans le cytosol. On a un petit marquage un peu gris. Ok. Alors peut-être que sur le, c'était pas trop, ouais, c'était pas trop ouf sur le machin. Sur le document, c'est propre. Dans les cellules témoins là. Ouais, dans les cellules témoins, sans rien faire, HSP, elle est dans le cytosol. Du coup, elle n'est pas inductible, elle est constitutive. Ok. C'est le truc grisé, la partie. Ouais, c'est le truc grisé. Tu voyais pas trop dans le papier, mais en gros, c'est gris. La B. HSP40 possède un signal de localisation nucléaire. Bah ouais. Hop. Ouais. Donc ça, voilà, on le voit dans l'expérience 6, 10, 18 et 22 particulièrement. Donc HSP40, on regarde la ligne, 6, 10, 18, 22. On les retrouve bien, enfin, on la retrouve bien dans le noyau. Donc il y a sûrement un signal d'adressage. La C était vraie.
Alors là, c'est les protéines chaperon jouent entre autres un rôle dans la conformation spatiale des protéines. Oui, c'est du Ça, c'est du cours vraiment simple. Vous l'avez vu au premier quad en plus. Non, mais nous, on a dossier là maintenant. là. Oui, mais vous avez fait l'UE1 et on parle des HSP aussi. Ah oui. Ah bon, Bah, je crois pas, mais... Si, il y a un cours, on en parle. C'est mais... Dans les ADN protéines. chromatine. HSP, on peut pas Ouais, je pense pas. Il me semble. Ils ont dû nous l'enlever. Ou alors ils l'ont enlevé. Nous, ça saute. Il y a beaucoup de trucs qui ont sauté. Ah, c'est possible. Alors, mais en tout cas, on fait un petit truc en mode hop, attention, il y a ça. Alors, question 6D, du coup, elle est vraie. La protéine gamme possède sûrement un signal de localisation NLS. Bah oui. Donc ça, c'est nucléaire. Hein. Donc oui, on le voit dans l'expérience 7, 11 et 19. Donc on est là, 7, 11, 19. On voit bien que la protéine gamme, on la retrouve dans le noyau. Donc sûrement un signal d'adressage. Les protéines de la capside virale sont uniquement présentes dans le noyau des cellules infectées par l'adénovirus complet. Bah non. Donc est-ce qu'on le retrouve uniquement dans le noyau? Non. Non. Expérience 8, du coup. On vous 24. Ouais, sûrement, j'ai pas tout mis à chaque fois. Mais du coup, capside virale, oui, voilà, effectivement. On voit bien qu'avec le virus complet, on la retrouve aussi au niveau du cytosol. Attention, système restrictif tout le temps, hein, c'est le pire, je trouve. 7. ABCD. L'ADN nucléaire ne semble délocalisé dans aucune expérience. Donc, on regarde la ligne de l'ADN nucléaire. Peu importe l'expérience, l'ADN, il est bien au niveau nucléaire. Tout va bien. La B. L'infection des cellules par l'adénovirus complet s'accompagne du démasquage signal de localisation de HSP40. Alors là, pareil, c'est une longue explication, je vous relis ce que j'ai écrit. Il faut comparer les expériences 2 et 6. Donc on regarde. Les protéines HSP peuvent se retrouver dans le noyau, comme le montre l'expérience 6. Or, dans les cellules témoins, elles sont présentes dans le cytosol. On parle donc ici de démasquage du signal NLS. Certaines protéines possèdent un signal d'adressage masqué qui, pour prendre effet, doit être démasqué pour être adressé au compartiment. Vous avez compris ou pas? Ouais, c'est bon. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'au début, entre 2 et 6, donc dans ta cellule normale, tu n'as rien fait. Tu as HSP qui est au niveau du cytosol. Ouais. Et avec l'adénovirus, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement avoir un démasquage. Ouais, le démasquage, en gros, ça permet de... Voilà. En fait, tu actives ton signal, en fait. Et du coup, tu vois bien que la HSP, du coup, elle est localisée dans le noyau. Et ça, pareil, je vous ai mis une référence à la figure 9, chapitre 4. Elle n'apparaît pas là, mais c'est avec le facteur IKB, je ne sais plus quoi. Là. Voilà. Ça nous parle de démasquage et tout. Vous irez voir. De toute façon, j'ai mis son détail dans la correction. Alors, D, non, c'est pas ça. La C, l'adénovirus complet est capable de se répliquer dans les cellules. Du coup, oui, il faut regarder tout en bas de la deuxième colonne pour lire le oui, tout simplement. Le plasmide gamme induit la synthèse de la protéine gamme par les cellules transfectées. Alors là, pour le coup, c'était pas compliqué. Tout simplement, quand on met le plasmide gamme, effectivement, on va induire la synthèse de la protéine. Donc, on le voit dans les expériences 11 et 19. Donc voilà, 11 et 19, on voit bien qu'en rajoutant plasmide gamme, on a bien une synthèse de gamme. Regardez où? Parce que là, on dit non. Et du coup, Où ça? là, il y a écrit non et là, il y a écrit oui. Non, on parle de la synthèse de la protéine, juste. Pas de la réplication. Là. Ah, cette question, c'était juste, est-ce que quand on met ça, on a une synthèse de gamme? Et tu vois bien que oui, ça fait... Dans les cellules transfectées par... Ah oui, alors celle-là, c'était un bug, je crois. 7E, dans les cellules transfectées avec l'adénovirus sans le gène gamme, expérience 13 à 16. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une coquille. Ça ne veut rien dire, cet item. Comme c'est le truc de l'an dernier, je n'ai pas changé. Parce que... Voilà, donc là, il n'y a rien. Désolé pour celle-là. La 8, c'est l'avant-dernière. Alors, la protéine gamme induirait l'importation nucléaire de HSP40. Donc ça, c'est vrai. On compare l'expérience 2 et 10. Sans protéine gamme, les HSP se retrouvent dans le cytosol, alors qu'en présence du plasmide gamme transcrit, on retrouve le HSP40 dans le noyau. Donc effectivement, il y a le conditionnel en plus pourrait. Donc oui, avec gamme, on peut peut-être importer HSP dans le noyau. La protéine gamme diminue la synthèse de HSP. Donc non, pas du tout. Dans l'expérience 2 et 10, effectivement, on retrouve encore HSP, donc qui devient même plus foncé. Donc 2 et 10. Voilà, c'est là. HSP, il y a plus de formation d'HSP, donc ça augmente. Au contraire, ça semble augmenter en tout cas. La protéine gamme est indispensable à la réplication de l'adénovirus. Donc ça, c'est faux. Si on regarde la dernière colonne... C'est quoi? Non.
Si on regarde la dernière colonne du tableau, on constate que les cellules qui ne sont pas transfectées avec le gène GAM et ou le plasmide GAM, mais qui sont soumises à un choc thermique, voient l'adénovirus se répliquer. Donc effectivement, dans la dernière colonne, on n'a pas de GAM, mais on a un choc thermique et on a quand même réplication de l'adénovirus. Okay. Donc la GAM, elle n'est pas essentielle, enfin primordiale pour la réplication. La réplication de l'adénovirus passe par l'activation des protéines HSP40 qui consomment du GTP. Là, c'est le piège classique de la BEC. C'est l'ATP. Ça, à chaque curie, vous en aurez un, franchement. Faites gaffe. Et enfin, d'autres types de HSP permettent, par exemple, le déshabillage des vésicules recouvertes de clatrine. Donc ça, c'est une thème super générale. Souvent, quand c'est général et que vous n'en savez rien, franchement, mettez vrai. Enfin, en ED en tout cas. Et en gros, c'est un petit détail, mais alors, je ne sais pas si dans le cours c'est stipulé, mais en tout cas, dans les schémas, il y a un schéma qui parle de la vésicule de clatrine, et il y a HSP 70. Oui, voilà. Non, mais c'est juste ça. Il faut dans le cours. Ah bah voilà. Ah bah oui, en fait, moi j'ai mis HSP 40, mais dans le cours c'est 70. Voilà, donc du coup, il y a plein d'HSP différentes. Et du coup, comment on peut savoir que c'est du GTP, pas la... Enfin, c'est pas de la du GTP, mais de la TP. Ça, c'est du cours. Hein. C'est dans le cours. Ouais, c'est du cours. Ouais, désolé, j'avoue que dans celui-là, j'ai mis pas mal de trucs de cours, hein, mais c'est vraiment pour vous forcer à faire déjà les ressources entre BioC et ED. Et franchement, je trouve que ça aide énormément dans les ED. Parce qu'il y a des ED où vraiment c'est très calqué sur le cours et sans lire l'ED, des fois, tu as des réponses, tu vois. Genre les CAM, les trucs comme ça, les SAM et tout, ça aide vachement. Et enfin, partie 3, cytosol et protéasome. Donc là, pareil, on se réfère au cours du protéasome et tout, le cytosol, tout ça. Donc le but, on va étudier l'effet des médicaments inhibiteurs de la protéase du virus du sida. En effet, l'ARN du virus peut être clivé par la protéase virale, donner des protéines virales. En bloquant ce clivage grâce aux IP, on empêche la réplication du virus. Donc en gros, ce qu'on fait, on a trois cas. Soit on met un pH tampon avec des protéases et le protéasome. Soit on met le tampon, les protéases protéasomes et on ne met pas d'ATP, enfin il y a moins d'ATP. Soit on met la protéase, les protéasomes et les inhibiteurs. Et on observe la fluorescence. En gros, la fluorescence, c'est ce qui va être... protéolysé en fait. En gros, ça veut dire que plus vous avez un chiffre important, plus ça veut dire que le protéasome a fonctionné et qu'il a coupé des choses et qu'il a créé des petits substituts. Moins il y a de nombres, ça veut dire que moins il a fonctionné. Alors, le tampon pourra avoir un pH de 3. Du coup, ça, c'était faux. On vous dit dans l'énoncé, on incube dans un tampon à pH neutre. pH neutre, c'est aux alentours de 7. Hein. Donc 3, c'est bien acide. Et vous savez que le protéasome, il fonctionne à pH neutre. L'ATP inhibe l'activité du protéasome. Au contraire, il va l'augmenter. L'ATP, il est utile pour le protéasome. On le voit avec le témoin numéro 2. Donc le témoin numéro 2, on dit qu'on enlève de l'ATP. On évite qu'il se régénère, cet ATP. Et au niveau des nombres, donc 30, on voit bien que le protéasome, du coup, il fonctionne moins. Juste ces nombres, ça correspond à la... En fait, ces nombres, c'est la fluorescence de ce qui est créé par le protéasome. Okay. Tu mets des protéines dedans, et ce qu'elle crée, ce qu'elle détruit, en fait, c'est rejeté en particules qui sont fluorescentes. Okay. Les inhibiteurs du coup du protéasome ont des efficacités différentes. Là, tout simplement, les nombres sont complètement différents. Donc, selon ce qu'on met comme inhibiteur, c'est différent. La combinaison avec 3 IP est la plus efficace. Non. C'est pas le témoin. Ah, mais non, c'est un témoin. Et aussi, là. 3 IP. C'est vrai. Mais non. Ouais, il y a 15. Il y a 15. Et que tu as dit que plus le nombre était grand et plus l'efficacité, elle était... Ben oui, non, mais pour bloquer le protéasome, du coup, l'efficacité est la plus... Vous voyez ? Là, les chiffres, c'était un peu... il fallait comprendre le chiffre, en fait. J'aurais dû être peut-être plus clair dans l'énoncé, mais des fois, c'est pas très clair. Donc, il faut essayer de comprendre. Mais du coup, plus tu as un nombre, effectivement, plus le protéasome fonctionne. Moins tu as un nombre, moins il fonctionne. Et là, on parle d'inhibiteur de protéase. Donc, le but, c'est d'inhiber ce protéasome. Donc, quand on met le LINDI, le ZIDO et le LAMI, je sais c'est quoi les trucs, du coup, on a 15, ça veut dire que le protéasome a beaucoup moins fonctionné. Okay, ce qui est logique, on a inhibé. Et l'inhibition du protéasome peut conduire à l'accumulation de protéines ubiquitinylées. Ça, c'est vrai, pareil, c'est encore du cours, désolé. Du coup, si on a plein de protéines ubiquitinylées qui ne sont pas protéolysées, ben, ça accumule. Ok, donc la 9, c'était CDE. Des questions en général sur le D1 ? Ça va ? C'est le premier qui était. Bon, voilà. Du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer par message. Et je pense que Dan vous enverra sûrement mes autres dés que j'ai fait l'an dernier. Donc, soit je reviendrai faire des cours comme ça, soit il vous les enverra et vous me demandez quand vous avez des soucis. Voilà. Merci. Bonne journée. Hop.
Auprès du Zoom.